Dernier souffle. Il n'y avait aucune retraite possible pour les survivants de la croisade de la comète. La destinée ou la fin les attendait. Mais d'abord, le pouvoir qui se réverbérait dans le cœur de la cité était requis, à la fois pour purifier l'aqualite et pour repousser les morts en maraude. Il y avait peu de stratégie dans l'assaut des zéophores. Les bandes de flagellants, grossies par des auxiliaires de camp dont l'esprit avait commencé à céder, se battaient désormais en toute première ligne. Il restait des formations castellaines de hommes-fer et de fusillés, mais elles étaient moins serrées, comme si elles étaient plus impatientes de frapper. Telle une ruche d'ébouillantiole agitée, elles déferlèrent dans les ruines tandis que les morts sortaient de leurs mausolées. Tous n'étaient pas squelettiques. Il y avait des écuyers zombifiés laissés par le fort pourpre et des loups sans vie venus des désolations. Tous obéissaient à l'impératif des nécromanciens, encercler les mortels et les tuer. Ces revenants étaient des bougies vacillantes face aux zéophores. La mort les avait talonnés pendant des jours. À présent, ils pouvaient lui faire tâter de leur épée. Les flagellants, aux lèvres gercées écumantes et avec la marque de la roue fièrement gravée sur leur front, se jetèrent dans la mêlée sans hésitation. À leur tête se tenait le maréchal Ashtar, flétri, mais toujours conquérant, dont chaque mot était une exhortation qui ravivait les membres chancelants. Il rugissait des anathèmes à l'ennemi, même lorsqu'un drac mort-vivant lui arrachait les jambes. Le même monstre qui s'écroula un instant plus tard, quand, par un sursaut de force sainte du maréchal, il coupa la tête de la bête. Zenestra n'eut pas le temps de noter ce sacrifice. Une fureur ardente animait la pontifex qui la poussa à se lever de temps à autre entre ses gesticulations et ses harangues. Derrière elle, les croisés qui ne se battaient pas tiraient l'aqualite. Une poignée de canons montés sur l'île flottante vomirent leur haine sur les machines mortis. Des langues de sorcellerie de mort jaillissant de ces constructs firent rouiller et pourrir l'artillerie et ses servants en un clin d'œil. Les zéophores avaient encore assez de cran pour une dernière ordalie. Beuglant leur foi, ils prirent d'assaut les portes érodées de la basilique et tirèrent le métallite vers le sol en mosaïque fissurée. Des augores massifs transportèrent l'aqualite corrompue sur le moyeu au centre de la pièce, là où les lignes telluriques se croisaient. Le ciel était éclairé par des flammes améthystes qui se cornaient en crâne et crachaient leur fureur sur la terre. Mais la basilique était entourée d'un maelstrom d'or, de violet et d'écarlate qui avait la magie hostile. Zenestra en était le noyau. Dans son corps affluait une foi en des pouvoirs oubliés, et dans ses yeux enfoncés, la grande roue tournait. Une voix grinçante emplit la salle. Zenestra convoqua ses bergers des âmes, chacun portait un trésor sacré. Les cendres des zéophores tombaient pendant la marche, collectées et consacrées. Il les versait à présent sur l'aqualite sanglant, en traçant des motifs runiques. Le regard embrasé par le feu améthyste, Zenestra grondait des psalmodies qu'on n'avait jamais entendu une cathédrale d'Azyriem. C'était comme une oraison funèbre, aux syllabes inversées, comme pour renverser la polarité macabre de l'aqualite. Le cercle de cendres se mit à luire, vibrant comme la puissance du nœud des lignes telluriques était attirée vers lui. Lorsque l'incantation de Zenestra atteignit son apogée, elle leva les bras. Son corps miroitait et pendant un bref instant sembla devenir translucide.
Un feu spirituel alluma le cercle de cendres avant qu'un cercle de lumière monte en flèche, avalant l'aqualite et heurtant une des machines mortices qui volaient au-dessus. Le cri du nécromancien se perdit dans la détonation du véhicule. Des éclairs sacrés jaillirent et frappèrent les autres machines, et les esprits liés aux engins brisés tournoyèrent autour des lances de lumière tels des anneaux d'un corps céleste. Les malheureux croisés qui combattaient sous les machines mortices au moment de leur destruction furent réduits en poussière, leur chair s'effrita et leur âme fut aspirée dans la tempête céleste. Quant aux morts-vivants, désormais privés de leur ancrage nécromantique, subirent encore pire. Frappés de stupeur et s'émiettant, ils devinrent des proies faciles pour les éophores. Une fumée flotta de Zénestra comme elle s'écroula sur sa litière, haletant, et serrant ses robes sur elle. Elle était éreintée, autant qu'elle était satisfaite. Tandis que le symbole sacré de la roue illuminait le ciel en un amalgame d'orage et d'âme, le pouvoir du moyeu continuait d'inonder l'aqualite. La magie de mort qui y avait été implantée avait été chassée dans le firmament, comme si on l'avait amadouée pour qu'elle aille crépiter avec les autres énergies. Une fois la malédiction bannie, le sang qui dégoulinait de l'acolyte se délaya, puis s'éclaircit. La vue de l'eau qui coule choqua les croisés les plus proches et leur fit oublier leur colère. Les yeux écarquillés, la langue tirée, ils fondirent sur l'acolyte dans une frénésie desséchée, une marée de corps crasseux qui se marchaient dessus pour faire taire leur soif. Près de là, la bannière Héraldor s'éleva au-dessus des ruines. Peu y prêtèrent attention. Désolation assoiffée. Jadis, le vaste Aride fut consumé dans une conflagration guerrière. C'était dans ces terres brûlées que les éophores marchaient. Afin de trouver un nouvel espace pour y ériger une cité, ils allaient devoir puiser dans toutes leurs compétences en survivalisme. On savait que le vaste Aride ne pardonnait rien. Toutefois, savoir une chose était différent d'en faire l'expérience. Après les massacres des Sangliers pendant le siècle rouge, une grande partie de l'eau du vaste Aride s'était caillée en sang, et la dessiccation devint une menace constante pour les corrompus comme pour les reconquis. Et boire le sang des bêtes souillées par le chaos n'était pas une solution à long terme. Même suite à l'ascension des cultistes de la roue de Zénestra, les questions de provisions élémentaires ne se faisaient pas oublier. C'est quand l'aqualite principale fut corrompue par la nécromancie que la vraie folie apparut. Le culte de la roue répondit par le fanatisme, épousant un credo qui se nourrissait de la souffrance, dans lequel la douleur et la soumission à la rotation du cosmos permettaient aux fidèles d'endurer un rationnement de plus en plus dur. Après tout, en Aqshy, brûler était le mode de vie suprême. Mais l'eau restait nécessaire, car on aurait besoin des précieuses réserves d'Aqua Gyranis pour purifier la terre, à coloniser et alimenter la cité lors de ses premières semaines tumultueuses. Le corps d'éclaireur entreprit de chercher toutes les sources potentielles, aussi rares fussent-elles. Le détroit mordant et le golfe moite furent écartés. Même si leurs eaux n'étaient pas aussi âcres, ces vagues étaient hantées par des menaces très variées. Des elfes pillards des brumes à la flotte spectrale de Varkos, Varaktyr. On chercha donc des solutions dans l'intérieur des terres. On nota vite qu'une souche particulière de cactus, le mèche-croc capillarien, contenait de l'eau potable dans ses boyaux gras. On découvrit qu'il portait bien son nom, car la moindre entaille causée par ses aiguilles injectait aux éophores imprudents des sécrétions qui prenaient feu au contact du flux sanguin, les faisant cuire de l'intérieur.
Si la décision de marcher sur Garde-Braise était née du zèle, elle n'était pas entièrement dépourvue de considérations pratiques. Bien qu'elle fût située sur les flancs menaçants de Cendremont et bordée de vallées couvertes d'orages magnétomaturgiques, elle avait servi de grand avant-poste de quelques cultures akshiennes antiques, et la préservation de l'eau devait être une préoccupation majeure de ses bâtisseurs. Vu sa proximité avec les portes chiichiennes, certains croisés se demandaient s'il n'y avait pas des cuves souterraines accueillant de l'eau importée du royaume améthyste, voire de l'ex-sombre de Létis aux notes nostalgiques. On imagina même des hypothèses folles, fondées sur d'anciennes légendes de cavernes remplies de spectres. Selon le mythe, ces champignons poussaient près des concentrations d'énergie de chiche et produisaient un ectoplasme liquide potable. Et pour finir, ce fut la foi qui fit couler à nouveau l'eau de vie sacrée. Mais alors que le culte de la roue chantait son triomphe, la chaleur d'Akshi ne retombait pas. Des vampires au dehors. Les éophores arrivèrent aux ruines de Garde-Braise plusieurs jours après le duel d'honneur entre Loka-Vai et le prince Vordrai. Les croisés avaient d'autres soucis que les dynastes Runeman. Ce qui n'était pas le cas des tribus d'adorateurs du chaos vivant dans les pics, qui allaient subir la fureur des morts-vivants. De nombreux chevaliers de sang Castellaï ne purent repartir avec le fort pourpre et, peut-être encore engagés par le combat avec leur cousin maudit Avengori, ils embarquèrent sur un chemin de massacre dans les montagnes. L'apparition de Garde-Braise. Tandis que les éophores éliminaient les derniers morts-vivants à la surface de Garde-Braise, on découvrit des passages menant au Cendremont. Dans ces catacombes, on découvrit deux choses, des veines de braise-pierre et des traces d'une cité de la mort. Mais au lieu d'une nouvelle attaque de morts-vivants, les croisés furent accueillis par le silence encore que les premiers mineurs parlent toujours tout bas de formes fantomatiques s'enfuyant dans l'obscurité. Les disparus. Pour les croisés, le sort des partisans de Tungist Smold était une énigme, parfois douloureuse car certains fugitifs avaient laissé leurs proches entre les mains du culte de la roue. Parler du groupe fut bientôt interdit par les prêtres de bataille de Zenestra, et tout mage qui tentait de deviner son sort recevrait des visions de flammes couleur lilas vacillant dans la nuit.